Bonjour, je m'appelle Mohamed Diop, je suis doctorant en sciences de l'information et de la communication à l'Université Picardie Jules Verne. Et en même temps, je suis assistant depuis janvier à l'Université Charles de Gaulle de Dakar. Aujourd'hui, je dois vous présenter une recherche que j'ai entamée récemment et qui est en lien avec ma thèse euh, et donc qui s'intitule Un projet d'intégration des TIC dans l'enseignement supérieur du Sénégal, des initiatives et promesses politiques au vécu et activités effectives des étudiants le cas des étudiants de l'université virtuelle du Sénégal. Alors, c'est quoi l'université virtuelle du Sénégal? C'est une université qui a été mise en place en 2013 par l'État du Sénégal et donc pour désengorger un peu les universités publiques traditionnelles. Donc c'est une université où les enseignements se font totalement en ligne, à distance, donc les étudiants restent chez eux euh, pour suivre les cours donc, qui sont dispensés au sein de cette université. Donc c'est une université qui est totalement virtuelle, avec donc des zénos, on appelle ça des zénos, des espaces numériques ouverts, qui sont en quelque sorte des campus où les étudiants peuvent venir pour régler tout ce qui est administratif, inscription, etc., et pour récupérer leur matériel. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une université où les cours se passent totalement à distance, avec des tuteurs, et donc un suivi, un accompagnement derrière. Donc, moi, j'ai interrogé ces étudiants-là, d'accord, avec un questionnaire. Donc, c'est ce que vous avez là à l'écran, la méthodologie de recherche que j'ai mise en place. J'ai interrogé des étudiants donc, au niveau de leur équipement, au niveau d'équipement, au niveau de leur satisfaction, et au niveau de leur appropriation des outils numériques qui sont mis à leur disposition. Donc tout ça, je l'ai fait grâce à un questionnaire donc, qui comportait 42 questions environ, que j'ai partagé dans leur groupe d'amis sur les plateformes de réseaux sociaux comme Facebook, Twitter, WhatsApp, etc. Donc j'en ai interrogé à peu près 100 pour le moment parce que c'est une enquête qui est en cours. Donc pour le moment j'ai une centaine de réponses, mais l'enquête n'est pas encore finie. Et donc ici je vous présente les résultats provisoires. Euh, L'objectif est bien évidemment d'avoir des centaines de réponses. Plus tard, ce sera ça. En plus donc, du questionnaire, j'ai échangé avec quelques étudiants par message pour compléter les informations qui sont renseignées dans les questionnaires. Il faut aussi rappeler qu'en 2014, c'est une sorte de pré-enquête. J'avais organisé un focus group avec l'équipe informatique, donc le service informatique de l'université virtuelle du Sénégal. Et donc ça, c'est m'a mis un peu la puce à l'oreille, donc qui m'a amené à faire cette recherche. Donc, je vais mettre directement les pieds dans le plat, c'est-à-dire je vais commencer par les résultats avant de venir maintenant sur le cadre théorique et etc. Donc, les modèles que j'ai mobilisés pour un peu conceptualiser et resituer ma recherche dans la problématique des TIS. Donc, les résultats, c'est que déjà, mes répondants, j'ai étudié leur profil sociologique, c'est-à-dire le genre, d'autres diront le sexe, le genre, les revenus, la promotion, donc eux ils appellent ça cohorte, ce sont des cohortes. Aujourd'hui l'UVS en est à sa troisième cohorte, donc la troisième promotion, parce qu'elle a débuté en 2013-2014. Donc j'ai interrogé ces gens-là sur leur genre. Donc 110% sont des hommes et 31% sont des femmes. Donc on note une très grande disparité entre les deux sexes. Ensuite, donc ils ont à 60% entre 20 et 25 ans. 30% ont plus de 30 ans et 10% entre 25 et 30 ans. Donc ça, c'est au niveau de leur âge. Au niveau des promos, donc des cohortes, la première promotion du l'UVS, donc la cohorte 2013-2014, est plus représentée dans mes réponses, donc parmi mes répondants, avec un pourcentage de 54%. Et vient ensuite la deuxième promo, donc 2004-2005 avec 30%, la dernière cohorte, 2015-2016 est la moins représentée avec 13%. Ceci s'explique par le fait que ce sont les étudiants, ce sont les premiers inscrits et donc ils sont déjà les plus
habitués, entre guillemets, aux outils, au numérique, au système UVS, et qui sont aussi les plus attentifs à ces questions-là, et qui sont aussi les plus, disons, les plus préoccupés par leur formation. Voilà. Donc, ce sont les anciens. La promotion la plus représentée ici, c'est la promotion des anciens. Voilà. Ensuite, donc là, c'est le graphique des promos. Donc, on voit nettement que la première promotion est beaucoup plus représentée que les autres. Il y a quand même 1% qui ne sait pas de quelle promo il appartient encore. Donc, pour les revenus, la majorité des étudiants ont 102%. À 102%, ils sont des boursiers. Donc, ce sont des boursiers de l'État du Sénégal. Ce sont des étudiants comme tout le monde, comme tous les étudiants des universités publiques traditionnelles qui font du présentiel. Ce sont des étudiants qui sont boursiers de l'État sénégalais, donc à 102%. 27% n'ont aucune source de revenus, ce qui est quand même énorme. 2,2% sont salariés et 3,3% ont une aide supérieure. L'aide supérieure au Sénégal, c'est 60 000, à peu près 100 euros. Euh, Ensuite, donc là, j'ai balisé un peu le profil sociologique entre guillemets des étudiants de l'UVS. Donc le profil type, c'est un étudiant qui a entre, je disais tout à l'heure, donc un étudiant qui a entre 20 et 25 ans, pour récapituler, qui appartient à la première promotion de l'UVS, donc 2013-2014, et qui est boursier. Voilà, c'est ça le profil sociologique type de l'étudiant de l'US aujourd'hui. Alors, au niveau du profil technologique, c'est quoi le profil technologique? C'est que j'ai essayé d'étudier l'équipement, voilà, le niveau d'équipement de ces étudiants-là. Est-ce qu'ils disposent déjà d'un ordinateur personnel? Parce que pour suivre une formation à distance, quand même, euh, le minimum, c'est d'avoir au moins un ordinateur, une tablette, etc. Donc, ils ont à 91% équipés d'un ordinateur personnel. 8% ne le sont pas. Comment ils ont acquis cet ordinateur? Voilà. Il faut savoir qu'au Sénégal, l'État du Sénégal, avec le projet UVS, a mis en place un programme intitulé Un étudiant, un ordinateur. Il y a aussi les fonds propres de l'UVS, une partie qui est consacrée à équiper les étudiants de l'UVS d'ordinateurs portables. Donc, la majorité ici soutiennent avoir obtenu leur ordinateur par l'UVS, donc qui a mis ça à leur disposition à titre relativement gratuite. Euh, à titre relativement gratuit, pardon. Donc, 18% l'ont acquis avec le programme On étudiant en honneur. Le programme On étudiant en ordinateur de l'État du Sénégal concerne tous les étudiants du Sénégal. Pas que les étudiants de l'US, pas que les étudiants de Cheikh Diop ou pas que les étudiants de Saint-Louis, Gaston Berger, mais tous les étudiants du Sénégal. Donc, ici, la majorité, ce qu'on peut retenir, c'est que la majorité a acquis son ordinateur personnel avec l'US, à titre gratuit. Ça, on nous reviendra plus tard sur les modalités d'acquisition. Internet, est-ce qu'ils ont Internet chez eux? Oui, à 81% et non à 17%. Alors, ici, il faut savoir que l'UVS, en plus de mettre un ordinateur à disposition des étudiants, leur fournit une clé de connexion qu'on appelle les clés 3G de Orange qui leur permet de se connecter à partir de chez eux sans problème avec un bon débit quand même. Donc ici, ça explique justement le fait que 81% de ces étudiants-là sont connectés à Internet chez eux. À part ça, il y a aussi les offres d'abonnement des opérateurs téléphoniques au Sénégal, Expresso, Tigo, Orange, qui aujourd'hui ont des offres très alléchantes en termes de connectivité. Ils ne sont pas du tout chers, donc avec une petite somme, vous pouvez avoir accès à Internet. Donc, ceci pourrait expliquer cela. Le type de connexion qu'ils ont, donc pour aller un peu plus loin, 87% soutiennent avoir une connexion 3G. Donc, c'est en lien avec ce que je disais tout à l'heure, qui est le fait ils sont équipés d'une clé 3G par l'UVS. Donc 87% se connectent en 3G, 18% par Wi-Fi, et il y en a quand même qui percent avec la 4G qui est désormais accessible au Sénégal. 1,3% se connectent avec la 4G aujourd'hui, ce qui est pas mal. Au niveau de la qualité de la connexion Internet, on note que bon,
Là, on les avait interrogés sur une échelle donc, qui varie de 1 à 5. Donc 1 équivaut à mauvais et 5 équivaut à excellent. Et là, donc là, on se situe en majorité au milieu, donc au niveau 3, avec 38%. Donc on est au niveau de la moyenne, en fait. Donc 38% qui estiment que la qualité, l'état de la connexion est moyenne. 20% quand même qui estiment que la qualité de la connexion est faible. 20% et 17% qui sont entre 3, donc qui est la moyenne, et 1, qui est le niveau le plus bas. Donc voilà, il n'y a que 5% qui estiment que l'état de la connexion, la qualité est excellente. 8%. Euh, alors, comment ils utilisent Internet et, et à quelle fin? Donc, utilisation de l'Internet par les étudiants de l'UVS. Donc, ils l'utilisent à 88% pour suivre des cours ou les enrichir, ce qui est naturel, et à 38% pour se connecter sur les réseaux sociaux et à 74% pour faire des recherches d'informations. Euh, le temps de connexion par semaine, 50% se connectent plus de 4 heures par semaine, 21% entre 2 et 4 heures par semaine, et 16% entre 1 heure et 2 heures par semaine. Les services web et les outils que l'UVS leur propose dans leur plateforme, à 71% soutiennent qu'ils ont accès à un forum de discussion, 66% il y a un chat, il y a une boîte mail, 63% des réponses. Il y a une plateforme de travail collaboratif, 66%. Il y a un bureau virtuel. Donc en fait, l'UVS leur propose une sorte de plateforme où ils peuvent se connecter avec des identifiants et ils ont accès à plein d'outils, plein de services, comme le montrent les résultats. Donc le forum, le chat, la boîte mail, etc. Est-ce que ces étudiants-là sont membres d'un groupe ou d'une page sur les réseaux sociaux? Donc la question c'était êtes-vous membre d'un groupe ou page de formation, entre parenthèses, sur les réseaux sociaux? À 87% oui, donc la très grande majorité, et à peu près 9% ils disent ne pas être membre d'un groupe ou d'une page de formation sur les réseaux sociaux. L'objectif ici était de voir comment les étudiants mobilisent les réseaux sociaux pour améliorer leur formation, pour se tenir informés, comment ils se rabattent sur les réseaux sociaux pour essayer de trouver des solutions, parce que tout le monde sait qu'ici au Sénégal, que ce sont des étudiants qui rencontrent beaucoup de difficultés pour suivre leur formation normalement. Et donc, les réseaux sociaux, c'est une sorte d'exutoire pour ces étudiants-là, où ils s'expriment beaucoup, ils se forment en communauté d'apprentissage, si on peut dire, un groupe d'amis, hein, pour s'entraider, s'informer. Mais ça, on y reviendra plus tard. C'est un des axes de cette recherche. Comment ils utilisent les réseaux sociaux, comment ils les mobilisent dans leur apprentissage, comment ils les utilisent dans leur environnement personnel de travail, les EPA, comme on les appelle. Euh, et donc, ici, ils estiment à 87% être membres d'un groupe ou d'une page Facebook. Quel genre d'informations leur fournissent ces groupes? Alors, la majorité estime que ces groupes ou réseaux sociaux leur fournissent des informations d'ordre pédagogique, donc à 75%. À 69%, pour 109% des interrogés, les groupes, les réseaux sociaux leur fournissent des informations d'ordre administratif, donc par l'échange et le partage d'informations entre camarades. Et 52% soutiennent recevoir des informations d'ordre pratique de ces réseaux sociaux. Voilà. Alors, quel est l'apport de ces groupes ou réseaux sociaux, si on peut dire de manière très prématurée, les EPA, leur environnement personnel d'apprentissage, dans leur formation? Quel est l'apport de ces groupes sociaux dans leur formation, voire euh, quelle est la part d'auto-formation de ces étudiants-là? Quels sont les efforts qu'ils font pour s'auto-former et pour trouver des solutions à leurs problèmes d'avoir une année normale et d'être comme des étudiants normaux. Donc les mots qui reviennent le plus souvent sont les mots importants, bénéfiques, se tenir informé, les réseaux sociaux me permettent d'avoir, ou le groupe me permet d'avoir toutes les informations concernant mon université. Le mot information revient beaucoup, l'échange, il nous donne des informations à temps réel.
Il me donne des informations sans que je me déplace jusqu'à l'ENO qui m'est très très loin. Donc l'ENO, c'est l'espace numérique ouvert. Ce sont des sortes de campus qui sont créés dans chaque département. Il y en a à peu près partout au Sénégal, officiellement. Et donc, qui sont en fait les bases où les étudiants peuvent se rendre pour les formalités d'inscription, pour récupérer les ordinateurs, même pour les examens aussi. Donc voilà, ce sont les ENO. Donc ils disent que ça, le groupe leur donne des informations sans qu'ils se déplacent jusqu'à l'ENO qui est très long souvent. C'est vraiment très intéressant. Donc là, je suis en train de citer les extraits des réponses. Ces groupes nous permettent d'être à jour, d'avoir des informations concernant mes études en temps réel, connaissances entre étudiants, apport supplémentaire au niveau des informations, accès à l'information. Il me permet de savoir des informations par rapport à l'UVS et à notre ENO. L'apport de ce groupe me permet tout simplement de m'informer en temps réel. Certaines informations véridiques et utiles nous parviennent des groupes très importants car ils nous fournissent des informations à temps. Donc le mot information revient beaucoup, informel. Donc, ce sont des groupes d'amis, informels, groupe très important. Ce groupe me permet d'avoir non seulement des informations à temps, mais aussi de me familiariser avec les étudiants du UVS. Donc il y a une sorte de socialisation qui se crée, d'entraide, de solidarité. Ce groupe nous permet d'échanger et de former des groupes de travail, donc l'apport pédagogique, une réussite commune et de faire de l'UVS une université d'excellence. Un apport pédagogique, meilleur partage des informations liées à notre formation, des aides. Donc il y a l'aide qui est apportée par les autres camarades. Le sentiment de ne pas se sentir seul. Donc l'apport est pédagogique et administratif pour moi, dit un étudiant, apporte des informations capitales issues d'une même formation, donc avec des camarades qui sont de la même promo, de la même formation, qui vivent les mêmes conditions d'études, qui ont les mêmes problèmes, les mêmes soucis en termes de formation. Ils nous informent à temps réel. Donc, un autre étudiant de poursuivre l'apport pédagogique et administratif pour moi. Les groupes apportent des informations capitales issues d'une même formation, donc de la même promo. Ils nous informent à temps réel, apportent de la connaissance et la réussite. Ils sont très importants car ils nous fournissent des informations utiles. Ils m'informent. Donc, l'information pratique, euh, des infos, les horaires, les heures des examens, les jours des examens, s'il y a des inscriptions à faire, la date de sortie des bourses. Ce sont les informations pratiques que les groupes fournissent souvent. Très efficaces. Un autre, on m'envoie des cours ou des corrections d'exercices de l'année précédente pour anticiper car le système UVS ne nous permet pas de bien comprendre nos cours et souvent on fait des évaluations sans jamais faire de télé en ligne à cause des tuteurs qui ne respectent pas leur travail ou qui ne maîtrisent pas leur plateforme. Donc là on voit que les étudiants se ruent vers les réseaux sociaux euh, pour compléter en quelque sorte l'information officielle et pour compléter la formation officielle, ce qui leur est proposé. Ils le complètent par les réseaux sociaux, par les informations qu'ils récupèrent des réseaux sociaux via leurs camarades. Il me permet d'avoir de l'information et les nouveaux cours, les décisions administratives, les examens et autres, ce que je disais tout à l'heure. Information et adaptation dans le travail. Il est le représentant des étudiants devant l'administration. C'est inédit. Les groupes représentent parfois, peuvent représenter les étudiants, ou les administrateurs de ces groupes-là peuvent représenter les étudiants auprès de l'administration. Facilitation de l'information, très utile, amélioration mutuelle de notre niveau de compréhension. Donc, c'était les résultats, en quelque sorte. Donc, j'ai balisé le profil sociologique des étudiants de l'UVS, un étudiant qui a entre 20 et 25 ans, qui est boursier, qui est de la promo 2013-2014, donc de la première promo de l'Université du Sénégal. Le profil technologique, c'est un étudiant qui est très équipé. Donc il y a un ordinateur portable qui a été fourni par l'UVS, euh, qui est connecté parce qu'il a une clé 3G qui lui a fourni aussi l'UVS, mais qui a des problèmes de connectivité. Donc la qualité et l'état de la connexion est assez faible. C'est ce qu'il note. Donc ce sont des étudiants qui utilisent l'Internet pour faire des recherches d'informations, pour compléter les cours, pour aussi se connecter sur les réseaux sociaux. D'où la mobilisation de ces réseaux sociaux-là pour aussi compléter leur formation. Donc, là, j'en arrive au cas théorique. Donc, après avoir cité quelques extraits donc, des réponses fournies par les étudiants sur l'apport que les réseaux sociaux ont sur leur formation.
Là, je vais m'attaquer aux catégories que j'ai mobilisées. Bon, d'abord, je me suis penché sur le rapport euh, du projet d'appui à l'Université virtuelle du Sénégal. Donc, c'est un projet qui a arrêté le financement de l'Université virtuelle du Sénégal. J'ai également mobilisé le rapport du CNAES. CNAES, c'est la concertation nationale pour l'avenir de l'enseignement supérieur qui se sont tenus en 2013. Et donc, ce sont les deux actes de naissance de l'UVS, plus maintenant les 11 directives présidentielles qui ont été prises après les concertations nationales pour l'avenir de l'enseignement supérieur. Donc, ces trois textes-là sont les actes de naissance de l'UVS. Le projet de financement, donc l'UVS est financé entre l'État du Sénégal et la banque, le Fonds africain de développement, à travers la BAD, Banque africaine de développement. Donc, où ils reviennent sur les raisons pour lesquelles ils mettent ça en place, la crise de l'enseignement supérieur, la crise des effectifs, la crise de la qualité, la crise liée à la baisse du niveau, à la pertinence par rapport au marché du travail, et surtout le fait que les domaines scientifiques sont de moins en moins fréquentés par les étudiants. Donc, ce sont les principales raisons pour lesquelles l'État du Sénégal, sur financement du Fonds africain de développement, a mis en place l'UVS pour déjà désengorger les universités traditionnelles et puis aussi innover et puis proposer d'autres solutions de formation avec la même qualité que dans l'enseignement traditionnel, avec la même pertinence des contenus et avec l'équité surtout. Parce que dans le profil sociologique des étudiants, on a noté que les hommes faisaient à peu près 2 fois plus que les femmes. Alors qu'à la base, le projet était destiné à déjà réduire les inégalités d'accès à l'enseignement supérieur. Les inégalités d'accès et surtout faciliter l'accès et puis réduire les inégalités entre hommes et femmes. Et on voit nettement que, d'après l'échantillon qu'on a ici, je ne sais pas si c'est représentatif ou pas de tous les étudiants. Aujourd'hui, les étudiants du BS font à peu près 2000 inscrits. En tout cas, jusqu'en 2014, ils faisaient 2000. Bon, aujourd'hui, en 2016, ils devront faire un peu plus. D'après les chiffres que nous avons, ils font 2000 étudiants. Le dernier chiffre, 2000 étudiants inscrits. Euh, et donc, il y a une sorte de... La question de l'équité et dans l'accès n'est pas encore réglée parce qu'on voit que les hommes sont encore beaucoup plus nombreux, en tout cas, à réagir à notre enquête, sont beaucoup plus nombreux à répondre aux questionnaires que les femmes. Euh, donc, ce sont les trois actes de naissance de l'UVS qui reviennent sur les raisons pour lesquelles l'université a été créée et quels sont les problèmes qu'il voulait résoudre à travers cette initiative. Ensuite, donc, j'ai essayé de typer, de donner le modèle entre guillemets pédagogique et managérial de cette université. Donc, j'ai mobilisé Depover et Auribel, Francis Auribel et Christian Depover. Leur ouvrage sorti en 2012, Les pays en développement à l'ère de l'e-learning, édité sous l'UNESCO à Paris. Eux, ils ont en fait donné deux types, deux modèles d'université virtuelle, le modèle traditionnel et le modèle industriel. Ils ont pris l'exemple sur les campus numériques francophones pour donner un exemple de modèle traditionnel type de dispositif de formation à distance. En ce sens que ils sont déjà le nombre d'étudiants n'est pas assez pléthorique, n'est pas assez nombreux, et qu'ils font du micro, c'est-à-dire ils sont au niveau des universités traditionnelles, ils proposent des formations donc en collaboration avec les universités traditionnelles des pays où ils sont installés. Et donc c'est une approche beaucoup plus concrète, beaucoup plus pragmatique. Et donc c'est pour ça qu'ils les appellent, qu'ils les qualifient d'approche de dispositifs traditionnels. Ils qualifient les dispositifs industriels, les universités comme l'Open University, qui sont des universités qui accueillent des milliers d'étudiants. Donc là, c'est le cas à peu près de l'US, qui accueillent beaucoup d'étudiants et qui sont en quelque sorte dans une sorte de massification. Voilà, c'est ça la différence. C'est que dans les premiers types de tradition, on n'a pas de masse. On est plutôt on a des cibles assez précises avec des allocations, etc.
Alors, dans l'autre modèle, qui est le modèle traditionnel, on est dans une sorte de massification, c'est de la masse, ils sont nombreux, et c'est en quelque sorte le prolongement aujourd'hui des MOOC. Donc, l'UVS, pour qualifier ce modèle, on aurait plutôt tendance à le classer du côté des universités, entre guillemets, euh, des modèles dispositifs de formation industrielle, vu l'effectif déjà et le mode de fonctionnement. C'est-à-dire que bon, les étudiants sont assez, déjà ils sont assez nombreux, mais et qu'ils sont tous faits à distance. Il n'y a rien qui se fait, il n'y a pas de présentiel, il n'y a pas d'approche, il n'y a pas une approche euh, entre guillemets, il n'y a pas de rapprochement entre l'université, l'institution et les étudiants. Et donc, en fait, les étudiants sont un peu éloignés, un peu délaissés dans cette université, sont un peu éloignés du système académique traditionnel. Euh, J'ai également, il y a Mohamed El Ajba qui a publié un article intitulé L'Université virtuelle du Sénégal en danger l'heure dans les réseaux sociaux, où lui, il qualifie l'université de MOOC. Euh, ce sur quoi nous ne sommes pas tout à fait d'accord, parce que l'université virtuelle du Sénégal n'a rien d'un MOOC. Euh, Parce que déjà, un MOOC, c'est open, alors que l'université virtuelle du Sénégal n'est pas open. Hein. Massif online, open course. Donc les MOOC sont vraiment open. L'inscription se fait de manière libre et gratuite, alors qu'ici, ce n'est pas le cas. Donc l'université virtuelle du Sénégal n'est pas un MOOC du tout. C'est un dispositif de formation à distance qui se rapproche plus du modèle de Open University avec la masse, donc l'effectif surtout, au niveau des effectifs, euh, mais qui n'est pas open, qui n'est pas ouvert, parce que n'importe qui ne peut pas s'inscrire à cette université-là. Donc c'est ça que ce sont les deux auteurs que nous avons mobilisés pour essayer de modéliser cet objet-là. Et par conséquent, nous estimons que c'est pas l'université virtuelle n'est pas un MOOC, déjà. On ne peut pas dire aussi que c'est un dispositif de formation, de formation à distance traditionnel comme les campus numériques virtuels, campus numériques francophones de l'AIF. On ne peut pas le dire. Euh, Ça n'a rien à voir. Donc on serait plus tenté de le qualifier de type industriel, mais qui n'est pas open non plus. Donc un mix des deux modèles, qui prend de l'industriel les effectifs et prend de l'artisanal du fait que c'est pas open et que les étudiants sont boursiers, ils suivent des cours, ils sont évalués, etc. etc. Ils sont considérés comme des étudiants normaux. Alors, dans la troisième partie où je discute des résultats, j'ai mobilisé la notion d'hybridation qui a été définie par Pereira et Bernard Charlier et Deschriver, Nathalie Deschriver, qui ont étudié la formation en présence et à distance et qui ont essayé de définir les dispositifs hybrides. Donc, dans la troisième partie où les étudiants lancent un appel dans la réponse, demandent plus de présentiel dans leur formation à distance, donc une sorte d'hybridation, je l'ai défini avec justement donc, ces auteurs-là qui disent qu'une hybridation, c'est un système qui allie la présence et la distance avec des outils collaboratifs, des outils d'appui, d'aide aux étudiants, etc. Thibault Albero, donc Thibault et Al, François Thibault, ont publié en 2006 un livre intitulé Les universités européennes à l'ère du e-learning, regard sur la Finlande, l'Italie et la France. Nous avons pris exemple sur 3 pays. Bon, eux, ils définissent l'hybridation comme toute formation qui a 30% de distance. 30%, si 30% de la formation se fait à distance, on peut parler d'hybridation. Donc c'est ça que les étudiants demandent en fait. Ils sont dans une formation à distance, mais ils demandent encore une part de présentiel dans leur formation à distance. Et ça, ils le notent
Dans les commentaires, parce que j'ai laissé un champ commentaire libre où les étudiants pouvaient s'exprimer, se lâcher complètement, disaient ce qu'ils voulaient avoir, ce qu'ils proposaient, ce qui leur manquait. Et c'est là où j'ai pris des résultats, des extraits où ils disaient qu'ils avaient besoin de plus de présence des tuteurs, plus de suivi, plus d'accompagnement pour leur formation. Euh, les EHPAD, donc concernant les environnements personnels d'apprentissage, j'ai mobilisé deux auteurs ici aussi, Annie Zezegou en 2004 et Annick Ghislaine Ouattara. Donc Annie Zezegou, essentiellement, parle des EHPAD comme si c'était euh, des groupes d'amis, euh, des groupes, euh, des groupes d'amis, des communautés d'apprentissage ou des groupes professionnels. Alors, elle dit que les EHPAD aujourd'hui sont constitués par, peuvent être alimentés par ces trois acteurs-là. Les communautés d'apprentissage, les groupes d'amis ou les groupes professionnels. Dans le cas du groupe professionnel, ce qui ne nous intéresse pas ici, c'est un manager et un lead et un chef de groupe. Elle dit que les groupes d'amis sont mobilisés dans les EHPAD à travers les réseaux sociaux. Par exemple, à travers les plateformes de réseaux sociaux, des groupes d'amis peuvent être mobilisés par l'apprenant dans son environnement personnel d'apprentissage. Et donc, on voit nettement qu'ici, les étudiants, à travers les réseaux sociaux, Facebook, WhatsApp, etc., ils sont des groupes d'amis. Hein. Le principe, c'est que ce sont des amis. À travers donc, ces groupes, ils mobilisent donc, le groupe, à travers ces réseaux sociaux, ils mobilisent le groupe d'amis pour leur apprentissage. Donc, pour compléter leur apprentissage et pour compléter leur formation. Euh, donc, c'est le modèle qu'on a retenu ici. C'est ce modèle-là. Les groupes d'amis mobilisés dans le cadre de la formation à travers donc des plateformes de réseaux sociaux. Les apprenants mobilisent les groupes d'amis pour leur environnement personnel de travail. C'est exactement ce qui se passe ici. Et donc, pour conclure, il faut savoir qu'au début, l'objectif affiché par le gouvernement du Sénégal concernant le projet de création du VES n'est pas tout à fait atteint, les objectifs ne sont pas tout à fait atteints, euh, et ça à moins d'un an de la fin de la durée d'exécution officielle du projet. Parce que le projet devrait s'achever en décembre 2016, dans quelques mois. Alors qu'aujourd'hui, on note qu'il y a beaucoup d'espaces numériques ouverts, les Zeno, qui ne sont pas encore mis en place. Les programmes sont tout à fait décalés. Les années sont décalées. Ça, les étudiants le disent dans la réponse, qu'ils ne savent plus dans quelle année scolaire ils sont. Ils sont complètement devancés par leurs camarades avec qui ils ont eu le bac la même année et qui sont aujourd'hui dans les universités traditionnelles. Donc leurs camarades les ont complètement euh, dépassés, ils le notent. Donc on voit qu'il y a aussi un problème d'accès, un problème d'équité dans l'accès. Parce qu'on voit que les hommes étaient beaucoup plus nombreux que les femmes. Hein. Nos enquêtes ont révélé que les problèmes sont aussi d'ordre administratif, d'ordre pédagogique, problème de suivi, d'accompagnement, hein, problème des bourses, hein, le retard des bourses. Sur le plan des infrastructures et des équipements, on note que nos répondants sont quand même dans une grande majorité bien équipés en ordinateur personnel et en clé USB, ce qui leur permet ainsi de télécharger les cours et de les lire depuis chez eux, sauf que l'informatique ou l'équipement n'est pas la seule condition de réussite d'une formation à distance. L'accompagnement, le tutorat et la présence physique aussi sont nécessaires car il ne suffit pas seulement de disposer d'un support de cours pour l'assimiler et pour y être évalué. Donc, les étudiants revendiquent ainsi plus de présence, ils revendiquent une sorte d'hybridation, autrement dit une part de présentiel dans la formation à distance. Je vous remercie.